Donc, je suis chargé de recherche à l'INSERM. Je travaille dans l'équipe système qui est rattachée au centre de recherche INSERM Bordeaux Population Health, mais aussi au centre de recherche INRIA Bordeaux Sud-Ouest et hébergé au sein de l'Université de Bordeaux. Et on fait également partie du LabEx Vaccine Research Institute qui est basé à Créteil. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de plusieurs de mes travaux qui sont faits en collaboration. Je citerai tous mes co-auteurs à la fin de la présentation sur la reconnaissance automatique des populations cellulaires. Et donc, pour introduire un petit peu cette problématique, je vais vous parler de la cytométrie en flux et des données de cytométrie en flux sur lesquelles se base mon travail méthodologique. Donc, la cytométrie en flux, c'est une technologie de mesure à haut débit qui va avoir pour objectif de quantifier des marqueurs cellulaires au sein d'un échantillon biologique. Alors, un échantillon biologique, c'est par exemple une prise de sang, une biopsie sur un tissu, etc. Et donc, on va obtenir une mesure cellule par cellule. Et l'objectif de cette technologie, c'est de pouvoir, d'une part, quantifier les proportions des différents sous-types cellulaires dans un échantillon et d'autre part, d'identifier de nouvelles sous-populations cellulaires. Alors, pour rentrer un petit peu plus dans le détail, l'idée de la cytométrie en flux, c'est qu'on a un échantillon de cellules. Alors ici, les cellules sont schématisées par ces ronds rouges. Et puis, certaines d'entre elles vont avoir certains marqueurs à leur surface, ici schématisés par des triangles noirs et des carrés verts. Donc ça, c'est ce qu'on va mesurer, c'est ce qu'on va prélever, c'est notre échantillon biologique. Et pour faire cette mesure de cytométrie, on va ajouter en fait des anticorps qui ont été préalablement traités pour réagir à la lumière. Donc ici, on a deux types d'anticorps, ceux qui correspondent aux deux marqueurs schématiques, triangle et carré. Et puis, ils ont deux molécules photoréactives qui leur sont rattachées et qui sont évidemment différentes pour qu'on puisse distinguer les propriétés lumineuses de ces deux anticorps. Et donc, avec cette technologie, en fait, on peut mesurer jusqu'à 50 marqueurs simultanément pour chaque cellule, puisque chaque cellule, en fait, une fois marquée avec ces anticorps qui vont s'attacher si le marqueur est présent et puis ne pas s'attacher s'il est absent, vont passer devant un laser et c'est justement la réaction entre ces molécules photoréactives attachées aux anticorps et la lumière du laser qui va permettre de mesurer la présence ou non des marqueurs cellulaires à la surface des cellules. Et donc, grâce à cette technologie, on se retrouve avec, pour chaque échantillon, un tableau de données où chaque ligne va être une cellule. Et donc, typiquement, dans un échantillon, on a plusieurs dizaines de milliers, voire plusieurs centaines de milliers de cellules. Et puis, en colonne, on va avoir les marqueurs. Et donc, ça peut aller, comme je vous le disais, jusqu'à 50 pour la cytométrie en flux. Alors, ici, on a un nuage de points qui est projeté en 2 dimensions. Donc, il y a seulement 2 marqueurs qui sont représentés, les marqueurs A et B, de manière anonyme, donc avec une échelle logarithmique. Et puis, chaque point correspond à une cellule et on a une coloration qui indique la densité des points. Et en fait, cette densité, c'est ça qui va nous indiquer les populations cellulaires. Ici, on voit qu'il y a 3 grandes populations avec les 3 modes de concentration des cellules. Avec donc les cellules qui expriment le marqueur B, les cellules qui expriment le marqueur A, et puis celles qui n'expriment aucun des deux. Et en fait, actuellement, comment sont traitées ces données par les biologistes et les immunologistes? Eh bien, ils font des projections comme ça en 2 dimensions, de manière successive, pour caractériser une population par la présence ou l'absence de certains marqueurs. Donc, pour détailler ça, ici, on a une projection en 2 dimensions, donc de la même manière, avec chaque point est une cellule. Et puis, à la main, ils vont tracer un polygone, comme ça, qu'on va appeler une gate ou une fenêtre. Donc, l'ensemble des cellules qui seront à l'intérieur, c'est les cellules qui exprimeront ici, en l'occurrence, le marqueur en abscisse. Puis, on va prendre donc l'ensemble des cellules à l'intérieur, les reprojeter dans 2 autres dimensions avec 2 autres marqueurs, et puis à nouveau, tracer un polygone à la main. Donc là, à nouveau, pour isoler les cellules qui expriment le marqueur en abscisse. Et puis, on va les reprojeter. Cette fois-ci, on va sélectionner les cellules qui expriment pas le marqueur en abscisse, etc. On peut aussi avoir des combinaisons, comme on voit ici, jusqu'à isoler, in fine, la population qui nous intéresse ici. Et donc, ce processus de fenêtrage manuel, on voit qu'il peut être assez long, voire très long quand on a beaucoup d'échantillons, et donc cher puisqu'il faut payer les gens pour le faire. Et il est peu reproductible d'un opérateur à l'autre. Il y a eu des études qui ont montré qu'on n'obtenait pas tout à fait les mêmes proportions de population cellulaire lorsqu'on demandait à 2 biologistes différents de faire la manip.
Et puis, la dernière limite, c'est que on va s'intéresser uniquement aux combinaisons de marqueurs qui sont déjà identifiées dans la littérature et donc qu'on connaît, et on ne va pas pouvoir découvrir de nouveaux types cellulaires avec cette approche. Donc face à ces limites, hein, ça fait maintenant une bonne dizaine d'années qu'il y a des approches de fenêtrage automatique qui ont été proposées. Il y a une review qui a été publiée dans Nature Method en 2013, qui recense un grand nombre d'approches qui ont été proposées pour cette tâche. Alors cette tâche, en fait, c'est une tâche d'apprentissage non supervisé des populations cellulaires. Et les difficultés en fait de cette problématique, hein, c'est qu'on doit connaître pour la plupart des méthodes le nombre de populations qu'on veut identifier. Or, typiquement, vu qu'il y a potentiellement des populations inconnues, c'est assez difficile de donner ce nombre, a priori. Et également, malgré le fait qu'on ait quand même des grosses connaissances biologiques a priori sur comment sont caractérisées un certain nombre de populations cellulaires, il est assez difficile dans la plupart de ces méthodes d'incorporer des connaissances biologiques a priori pour pouvoir les exploiter. Donc, je vais commencer par vous parler d'une approche qu'on a développée et qui s'appuie sur une modélisation bayésienne non paramétrique, et en particulier donc les modèles de mélange à processus de Dirichlet. Alors, je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail de cette méthodologie un peu complexe, mais on a fait un article un peu explicatif, une review des modèles bayésiens pour la cytométrie en flux avec Lin Lin, qui a été publié l'année dernière. Donc, je vous encourage à aller le lire si vous avez envie. Juste pour vous donner une petite intuition, l'idée du modèle de mélange à processus de Dirichlet, c'est de faire un modèle de mélange avec un nombre de classes qui est potentiellement infini, mais dont seulement certaines classes vont en fait avoir des observations qui leur sont attribuées. Donc ici, on a un exemple comme ça d'un modèle de mélange à processus de Dirichlet. On va avoir des atomes qui vont correspondre à nos classes et dont la densité va en fait correspondre à la fréquence de ces classes. Et donc, en fait, ces atomes, ils vont pas être répartis de manière aléatoire dans l'espace, mais vont suivre en fait une distribution de base qui est un des paramètres du processus de Dirichlet. L'autre paramètre réglant justement la fréquence moyenne des différentes classes. Et puis, en fait, on va adjoindre un noyau paramétrique à chacun de ces atomes, ce qui va nous donner une distribution de mélange. Et ici, on voit que c'est une distribution qui a trois classes relativement fréquentes, et puis peut-être ici un mode avec une quatrième classe qui serait assez rare. Donc, en fait, on va exploiter ce genre de modélisation pour faire de la classification non supervisée. Donc ici, on a un exemple très simple de données gaussiennes. Donc là, j'ai fait exprès de prendre un petit temps d'attente avant de vous montrer que ces données, en fait, sont en vérité générées par quatre distribution gaussienne. En fait, en utilisant un algorithme MCMC, on est capable d'échantillonner la distribution et au fur et à mesure des itérations de l'algorithme de se rapprocher de la distribution stationnaire qui correspond bien à la distribution avec laquelle ont été générées les données, où on a quatre classes qui apparaissent et qui sont identifiées par le modèle avec une structure de variance-covariance qui correspond à peu près à la vérité qu'on avait préalablement. Alors, une des innovations dans notre travail, ça a été de s'adapter aux données de cytométrie en flux, qui sont des données non pas gaussiennes, mais asymétriques avec potentiellement des outliers. Et donc, on a étendu ce genre de modélisation à des distributions T asymétriques. Donc ici, vous avez un exemple de 2000 observations qui sont générées dans quatre classes avec des distributions T asymétriques. Et voici sur la gauche les distributions qu'on identifie avec ce modèle de mélange à processus de Dirichlet après 3000 itérations MCMC. Et on voit que finalement, ce qui nous intéresse, c'est-à-dire la proportion des différentes classes, puisque ce qui va correspondre en cytométrie à la proportion des différentes populations cellulaires, eh bien, on l'estime assez proche de la vérité, à quelques pourcents près. Et un avantage enfin de ce genre d'approche bayésienne, c'est qu'on va être capable d'avoir une incertitude, de quantifier l'incertitude autour de la partition
des cellules entre les différentes populations. Par exemple, qu'on peut visualiser grâce à cette matrice de similarité a posteriori à droite, où plus une cellule va être colorée au rouge, plus en fait on sera certain de sa classification avec d'autres cellules. Et donc on voit que pour certaines classes, on est très homogène, on est très sûr que c'est les cellules qui vont ensemble, et puis pour d'autres, on a un peu moins de certitude quant à l'allocation des cellules à cette classe. Donc enfin, on a appliqué cette méthodologie à des données de cytométrie. Donc ici, un exemple sur un jeu de données benchmark qui a été utilisé dans la review dont je vous parlais de 2013 et qui a été originellement publié, le jeu de données généré en 2007, où on avait 12 échantillons différents, avec chacun environ 30 000 cellules mesurées sur 6 marqueurs, donc dans une dimension qui reste raisonnable par rapport aux 50 marqueurs qu'on peut avoir. En appliquant notre méthode NPFlow, donc on obtenait une F-mesure qui est un score qui va quantifier la qualité de la partition, qui va être d'autant meilleure qu'on est proche de 1. Donc, on obtenait un score qui était tout à fait comparable aux méthodes de l'état de l'art. Et là, j'ai pas le temps de rentrer dans le détail, mais on avait fait une extension qui était capable en fait d'accumuler de l'information au fur et à mesure qu'on avait de plus en plus d'échantillons, et au lieu de traiter chaque échantillon de manière indépendante, d'avoir une approche séquentielle pour accumuler l'information. Et dans ce cas-là, on arrivait à obtenir une F-mesure qui était meilleure que l'ensemble des méthodes qui étaient benchmarkées justement dans cette revue de 2013. Donc, on a proposé un mélange infini de distribution T asymétrique qui permet d'estimer automatiquement le nombre de sous-populations cellulaires et de quantifier l'incertitude portant sur la partition estimée. Alors, un des défauts de cette approche, c'est qu'on a un temps de calcul qui est relativement important, ce qui va être compliqué si on veut scaler cette méthode pour processer beaucoup d'échantillons de manière assez rapide. Si vous voulez en savoir plus, je vous encourage à aller voir la publication dans Annals of Applied Statistics de 2019. Également, on a le code qui est open source sous forme de package R avec du C++ incorporé qui est disponible sur l'écran. Donc maintenant, je vais vous parler également d'une autre approche qui s'appuie sur la construction d'arbres binaires, toujours pour résoudre le même problème de fenêtrage automatique. Donc là, en fait, on va s'appuyer sur le fait qu'on considère que les marqueurs cellulaires vont être soit unimodales, soit bimodales. Et donc ici, vous avez donc un marqueur, en l'occurrence le CD4, et on voit voilà, qu'on a une belle bimodalité sur la densité des cellules selon l'expression de ce marqueur pour les cellules. Et donc l'idée en fait de cette approche, c'est de construire un arbre binaire où chaque nœud de l'arbre va être un marqueur qui va dichotomiser nos populations cellulaires. Alors là, c'est une application de cette méthode sur les données HIPC, où on va avoir des échantillons biologiques qui sont répliqués 3 fois. Et en fait, chacun de ces échantillons biologiques répliqués va être traité par 7 centres. Donc, c'est vraiment les mêmes échantillons, mais qui vont être traités par 7 centres différents. Et donc, on va avoir de la variabilité technique associée au centre. Et donc ici, on avait donc comme ça un arbre où on commence par séparer selon le CD4, et puis on a les cellules CD4 négatives qui vont être séparées selon le CCR7, puis ensuite selon le CD45, et on voit qu'on n'a pas du tout nécessairement le même marqueur qui intervient au même niveau dans les différentes branches de l'arbre. C'est un processus qui est data-driven. Et en fait, pour construire cet arbre, on s'appuie à chaque nœud en fait, sur un critère, qui est un critère d'AIC normalisé, qui va comparer un modèle de mélange avec 2 composantes versus une seule composante, pour essayer de trouver justement les marqueurs qui séparent au mieux nos cellules. Alors, on a donc appliqué cette méthode sur les données HIPC, et à nouveau sur le critère de la F-mesure, on voyait qu'ici, là, dans les 7 centres, par rapport à l'état de l'art où il y avait FlowMeans et FlowSum qui étaient deux méthodes très performantes, eh bien, on faisait mieux, voire significativement mieux dans certains centres, puisque notre méthode cytometry est en orange et donc affiche une F-mesure plus haute, voire bien plus haute. Un autre tableau où on a des résultats assez positifs en termes toujours de F-mesure sur d'autres jeux de données, mais je veux surtout attirer votre attention sur le temps de calcul où on est de l'ordre de la minute pour un échantillon, ce qui à nouveau nous permet d'être bien plus scalable que NPFlow dont je vous ai parlé juste avant.
Donc, en conclusion, cette méthode de cytometry, elle permet d'estimer le nombre de populations de manière automatique et elle est très rapide à calculer. Et en fait, elle s'appuie, elle essaye de reproduire un petit peu le raisonnement de l'opérateur manuel qui va, comme ça, chercher à dichotomiser chaque marqueur. Et puis, j'ai pas eu le temps d'en parler ici, mais elle a l'avantage de proposer une annotation biologique des populations cellulaires identifiées. Donc, ça a ajouté de la signification, ce qui est un enjeu assez important pour ces approches automatiques. Et à nouveau, si vous voulez en savoir plus, je vous encourage à aller lire la publication et explorer le code qui est packagé et disponible en open source. Et puis, je vais terminer par vous parler d'un travail qui est en cours ou sur l'utilisation du transport optimal. Alors là, on change un petit peu de problématique puisqu'on va chercher à en fait transférer la labellisation d'un jeu de données pour lequel on a le fenêtrage manuel à un jeu de données où on ne connaît pas les sous-populations cellulaires. Et donc, en fait, on va avoir comme ça un jeu de données source pour lesquels on connaît les classes. Donc ici, schématiquement, 2 classes, les CD8, les CD4. On va vouloir transporter cette annotation sur un jeu de données cible pour lesquels on ne connaît pas l'annotation. Alors là, c'est en 2 dimensions, ça semble relativement simple. Mais une des difficultés, c'est qu'en fait, les proportions des différentes populations cellulaires vont varier d'un échantillon à l'autre. Et donc, si on applique le transport optimal naïvement, et ben, en fait, on va être contraint à respecter les proportions du jeu de données source, alors que justement, c'est ces proportions qui nous intéressent in fine dans notre jeu de données cible. Et donc, dans l'optimisation du transport, on va rajouter une repondération des classes qui va nous permettre d'estimer en fait directement les proportions des différentes classes dans le jeu de données cible. Donc, on voit ici sur ce petit exemple qu'avec la repondération, on est tout à fait capable de se rapprocher du résultat qu'on obtient en fenêtrage manuel, qui est toujours notre gold standard. Donc, simplement pour illustrer les performances de cette approche, toujours sur le jeu de données HIPC, ici on a fait un Blant et Altman qui va donc comparer en fait la proportion moyenne entre le jeu de données obtenu avec l'approche de transport optimal par rapport à celle obtenue par fenêtrage manuel, à la différence entre les deux en ordonnée. Et donc, on voit que chaque point correspond à une population cellulaire dans un jeu de données, et on a donc les différents centres qui sont représentés par les formes et les différentes populations qui sont représentées par les couleurs. On voit qu'on est assez performant puisque la plupart des estimations sont à 5% près similaires à celles obtenues par fenêtrage manuel, avec certains centres qui sont plus difficiles que d'autres et certaines populations un peu plus difficiles aussi. Et c'est sûrement dû à des éloignements techniques, par exemple, entre les différents centres. Donc, en conclusion, grâce à cette approche de transport optimal, même si maintenant on est sur du supervisé, on estime directement les proportions de population cellulaire qui est l'objet d'inférence qui nous intéresse. On n'a pas besoin de faire du post-processing à partir d'un clustering, puisqu'ici, on ne fait pas de clustering. Et pour ceux que ça intéresse, il y a un préprint qui est disponible et un notebook Python sur GitHub. Donc, comme j'ai déjà pas mal parlé, je vais conclure. Donc, les perspectives sur ces travaux, c'est que l'automatisation du traitement des données de cytométrie en flux, pour la recherche biomédicale, c'est un enjeu important, notamment quand on voit l'innovation constante qui touche ces technologies de mesure. Par exemple, aujourd'hui, on travaille sur les données de CyTOF où il y a 100 marqueurs qui peuvent être mesurés à la fois. Donc, c'est un tout petit peu différent des données de cytométrie en flux, mais c'est la même idée, mais avec des difficultés méthodologiques nouvelles. Et puis, il y a des questions sur l'interprétation biologique des résultats des approches automatiques et l'importance d'avoir des modèles explicables qui sont vraiment non résolues et très importantes dans ce contexte. Donc, je vais terminer en remerciant les co-auteurs qui ont travaillé avec moi, qui sont listés ici, et en particulier Rodolphe Thiebaud, qui est directeur de l'équipe système, et ainsi que Jérémy Bigot et Paul Follon, avec qui je suis en train de travailler sur ces approches de transport optimal. Donc, je vous remercie et j'espère pas avoir été trop long. Et si vous avez des questions, je vous écoute. Merci Boris. Je pense qu'il faut que tu coupes le partage, ou alors je vais le faire. Hop. Voilà. On peut prendre quelques minutes s'il y a des questions. Si vous avez une question, soit vous prenez la parole, soit vous levez la main. S'il n'y a pas de questions, moi j'en ai une. J'en ai si tu veux, Nicolas, si tu veux. Vas-y, Laurent. Okay. Non, mais alors attends, tu peux peut-être te présenter, parce que
pense que là, on a fait comme si on se connaissait tous, mais c'est un peu l'objet du réseau aussi, c'est qu'on se connaisse un peu mieux. Donc, je pense que tout le monde ne se connaît pas. Donc, D'abord, Nicolas, je voudrais te féliciter sur ta photo statique pendant que tu écoutes. C'est-à-dire, on oui, dirait que c'est toi. c'est la magie J'avais de l'impression l'intelligence que c'était. artificielle, ça. Ça, c'est très, très bien fait. Donc, ouais, et puis merci Boris pour la présentation. Et donc, moi, je suis Laurent Simon, je suis prof à Bordeaux INP. Et puis, donc, je fais de l'IA, on va dire, symbolique, de l'IA basée sur la logique. Voilà, c'est mon fonds de commerce. Et on en parlera demain rapidement, mais en fait, je copilote l'axe transverse IA au Labri. Et puis, j'ai la joie, le plaisir d'avoir une chaire industrielle qui débute. Je dis ça parce que c'est beaucoup de travail, c'est pour ça que je suis très content. Mais et voilà, et donc, notamment sur la confiance. Et donc, la question, une des grandes questions, la confiance et l'IA. L'IA et la confiance. Une des grandes questions qu'on se pose, c'est typiquement sur ce genre de tâches que tu as, Boris, comment tu verrais une explication? Parce que voilà, enfin, comment tu verrais une explication sur une décision d'une IA à partir d'images ou de choses comme ça? En fait, c'est une bonne question et ça va un peu dépendre des approches utilisées. Alors, par exemple, la première que j'ai donnée, qui est du clustering non supervisé multidimensionnel. En fait, on a un peu du mal à expliquer voilà, pourquoi telle cellule est dans telle classe, parce que voilà, on peut la caractériser sur les marqueurs, mais on a du mal à évoquer le cheminement fait par l'algorithme. Alors que, par exemple, la seconde approche, où on a une construction d'arbre binaire, on peut vraiment dire c'est parce que sur tel marqueur, elle est d'expression faible, et puis ensuite plus haute. Et en fait, ça, c'est beaucoup plus interprétable, en plus d'être plus rapide pour les biologistes. Et donc, pour ça, c'est assez appréciable. Mais par rapport à un humain, tu vois, est-ce que toi, tu as peut-être un corpus de décisions humaines, d'explications d'humains? Parce qu'ils ne font pas du tout pareil. Quand tu demandes à Ouais, quelqu'un pourquoi il alors, a fait ça, il ne te dit pas c'est parce que c'est plus de 0,2, ça c'est moins de 0, machin. Tu vois? alors en fait, ils font un peu comme ça, hein, mais c'est plus qu'eux, ils vont avoir, si tu veux, ils vont avoir tout le temps le même arbre. Ils Ouais. ont un arbre, ils ont leur chemin pour classer les cellules et ils vont les classer comme ça. Et nous, justement, voilà, l'algorithme, il propose de revisiter un peu ce chemin. Alors, en fait, on a des différentes flavors de l'algorithme où tu peux avoir le début de ton arbre qui est supervisé et laisser simplement le bas de l'arbre, les dernières feuilles, être vraiment data-driven. Donc voilà, c'est des choses qu'on est en train d'évoquer avec nos collaborateurs biologistes pour construire avec eux un petit peu ce qui leur convient le mieux sur ces aspects-là. Ok. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre, sur mon planning qui est à la minute près, on peut encore passer 1 ou 2 minutes, si personne d'autre a une question, je vais poser la mienne. Donc, je sais, Robin, que tu as... pardon, Boris, lapsus. Donc, je sais que tu as contribué à un livre dans le cadre d'un book sprint sur la recherche reproductible, Ouais. que je conseille à beaucoup de gens, et dont je colle l'adresse là, dans le chat. Tu as parlé au début de la difficulté justement de reproduire des résultats quand on demande à des gens de faire du contourage à la main. De ce point de vue-là, est-ce que les différentes méthodes que tu as proposées résolvent complètement le problème, ou est-ce que ces méthodes-là aussi introduisent des choses qui, par exemple, ne sont pas complètement déterministes et donc ne sont pas non plus forcément faciles à reproduire? Alors, c'est une très bonne question. Donc, ça dépend des méthodes. La méthode par l'arbre binaire ou même par le modèle de mélange multivarié, c'est des méthodes où l'optimisation est déterministe. Donc, on va retrouver le même résultat si on lance le même algorithme dans le même environnement. Il n'y a pas de question là-dessus. Par contre, sur le transport optimal, on utilise de l'optimisation stochastique. Et donc là, on n'obtient pas exactement les mêmes résultats à chaque run. Donc, c'est une bonne question par rapport à ça. Et en fait, une des difficultés aussi qu'on a, c'est de sensibiliser les biologistes à cette question, parce que quand on leur dit que c'est pas reproductible, ils vont dire ah si moi, si tu me redonnes le même échantillon, j'obtiens à peu près les mêmes résultats. Et c'est vrai. En fait, la difficulté, elle est vraiment de reproductibilité entre opérateurs. C'est si on demande à un autre biologiste de faire le même échantillon, là, lui, il va obtenir d'autres résultats, et ça a été quantifié dans la littérature, notamment cette variabilité. Ok.
Merci.